Bonsoir et merci à tous de venir nous rencontrer dans mes 12 questions sur KMT. Aujourd'hui, pour la nouvelle émission, j'ai l'honneur d'accueillir Thierry Jalli. Thierry Jalli va nous parler de lui, bien sûr, mais on va surtout parler du grand défilé, le Festival des Cannes, qui va se dérouler le vendredi 13 mars prochain. Donc, dans quelques instants, M. Jalli va nous donner davantage de précisions. M. Jalli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est la moindre des choses. Quand vous avez quelque chose à dire, donc mon devoir est de vous tendre le micro pour que vous puissiez dire cette chose-là. Bon, c'est gentil de votre part parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres télés qui ont fait ce geste. Je pose la même question à tous mes invités. Y a-t-il une question que vous aimeriez que je vous pose ? Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je ne ferai pas de langue de bois. Une question personnelle, non. Vous pouvez me poser n'importe quoi. Qui est Thierry Jalli ? Alors, Thierry Jalli, dernier d'une fratrie de 5, fils de Maurice Jallier. Je pense que pas mal de gens connaissent Maurice Jallier, auteur, compositeur, interprète, créateur de la famille Marsabé, de la famille Zampanlan. Il a écrit des livres, c'est lui qui a organisé le carnaval de l'Outre-mer de Paris pendant 10 ans, un grand monsieur. Donc je suis son fils, le dernier. Je suis le seul, je suis le seul des frères et sœurs de la fratrie à avoir eu sa maladie, parce que c'est une maladie héréditaire, je suis non-voyant. Et j'ai pris la suite... C'est quoi le nom de la maladie ? Une rétinique pigmentaire, ou pigmentation de la rétine. D'accord. Le champ visuel rétrécit au fur et à mesure jusqu'à ne plus rien voir. On m'a annoncé à l'âge de 18 ans que je deviendrais aveugle, sans me dire quand. Et je le suis devenu à 57, 58 ans. Ah oui, donc j'ai pu profiter. Oui. Et comme je le savais, donc j'ai fait beaucoup de choses qui nécessitaient les yeux. Donc j'ai passé le permis moto, j'adorais la moto, donc j'ai fait de la moto. J'en ai pas fait longtemps parce que mon champ visuel a commencé à rétrécir rapidement. J'en ai fait à peu près 6 ou 7 ans. Donc je suis parti à l'âge de 3 ans d'ici et j'ai fait 33, 34 ans en France. Et je suis revenu en Martinique depuis 1999. Et mon père a créé son association, l'association martiniquaise de parents d'enfants aveugles, en 2002. Moi, je suis rentré vraiment dans l'association à partir de 2005 parce qu'on a commencé le sport et que plus précisément le torbal, et comme ça m'intéressait beaucoup, j'ai pris le torbal en main ici. Et puis je suis devenu président, parce que mon père commençait à fatiguer, vers 2013-2014. Vous pouvez nous dire comment le handicap a façonné votre vie ? Alors, quand on me l'a annoncé, je peux vous dire que je faisais de la micromécanique, donc j'ai arrêté les études. Je me suis dit, sans la vue, la micromécanique, je ne pourrais pas. J'ai eu de mauvaises pensées. Ça, je vous l'avouerai franchement, je ne l'ai pas accepté, alors que je voyais encore normalement. En tout cas, pour moi, c'était normal. Et après, j'ai réfléchi en me disant, Maurice Jallier est devenu aveugle à 18 ans. Il a eu une femme, il a eu 5 enfants. Il a été président de différentes associations. Il écrit, il fait de la musique, il fait un tas de choses. C'est quelqu'un de respecté. Alors pourquoi, moi qui ai encore mes yeux, je vais aller me foutre en l'air ? Donc c'est ça qui m'a motivé pour continuer. Et puis l'autre motivation, c'est tout ce qu'il a fait. Bon, j'en ai pas fait autant, j'en ferai jamais autant. Mais je me suis dit, je vois encore un peu, je peux faire quand même ma part. Voilà. Vous savez, quand j'ai fixé le rendez-vous avec vous, oui. J'ai souri un peu parce que je me suis dit que j'allais vous poser une question que je suis sûr également vous ferez rire. Vous avez regardé Avatar, le premier ? Non.
Ah, c'est dommage, parce qu'à un moment, l'un des personnages du film dit « je te vois ». Mais pas avec les yeux. C'était dans la scène, on comprend que ce n'est pas avec les yeux, c'est avec des sentiments, avec beaucoup de choses plus profondes que ça. Oui. Et je voulais vous poser comme question, est-ce que vous avez vu des gens différemment une fois que vous avez perdu la vue? Non, je ne les ai pas vus différemment, non. Bon, il y a certaines personnes que je ne vois pas, que je ressens, et il y a certaines personnes, je n'ai pas envie d'avoir affaire avec eux, parce que je ressens quelque chose de négatif. Mais les gens que je connaissais, les gens qui me côtoient, les amis que j'ai connus quand je voyais, eh ben, ils sont restés les mêmes. Puisque comme j'avais quand même mon champ visuel rétrécissait, j'avais quand même des difficultés à me déplacer. J'étais malvoyant. Et ces personnes sont toujours restées les mêmes. Non, je n'ai pas senti, je ne les ai pas ressentis autrement. Et avant, la période d'avant où vous voyiez les gens, et maintenant, est-ce que la manière de percevoir les gens, c'est autre chose? Oui, c'est autre chose, puisque l'être humain se sert beaucoup de ses yeux. Mais vraiment, beaucoup. Parce que quand il rentre quelque part, il regarde à droite, à gauche et tout. Moi, quand je rentre quelque part, j'écoute, je sens et je ressens. J'essaye de ressentir des choses. Donc, que ce soit les gens, que ce soit les endroits, je ne les vois pas comme vous, mais parfois, je les vois peut-être mieux que vous, parce que vous vous fiez à vos yeux. S'il y a quelque chose, par exemple, vous arrivez quelque part, il y a quelque chose qui brûle à la cuisine, vous, au départ, vous n'allez pas faire attention. Et puis à un moment, vous dire « Ah, mais on dirait que ça sent brûler ». Alors que moi, je vais rentrer, même dès l'extérieur, je vais sentir « Ah, il y a quelque chose qui brûle ». Parce que c'est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas si j'ai retenu dans votre présentation, vous m'avez dit que si vous étiez marié, vous avez des enfants? Non, j'en ai pas parlé. Non, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants. Actuellement, j'ai une amie, mais c'est tout neuf, donc je n'en dirai pas plus. D'accord. Et ouais, c'est tout neuf. À quel moment le sport est-il devenu une dimension importante dans votre vie? 2005. Comme je vous dis, quand j'étais en métropole, du moins en France, j'allais à la salle de muscu. Je me tenais en forme, je faisais de la gym acrobatique, je faisais la danse moderne, je faisais partie d'un ballet folklorique. Voilà. Et quand je suis arrivé ici, mon père avait son association. Au départ, je ne me suis pas intégré dedans. Puis ma vue commence à baisser au fur et à mesure. Il y a une équipe, l'équipe de Poitiers, l'équipe de Torbal de Poitiers, qui est venue. Mon père les a invités à venir nous montrer le Torbal à la Martinique. Et là, j'ai tout de suite adhéré. Un sport, moi je n'aime pas courir, mais un sport un sport collectif, sport de ballon, où il n'y avait pas à courir, j'ai tout de suite adhéré. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre le Torbal en main ici. Donc ils sont venus en 2005 nous le montrer. Ils sont revenus en 2006 former un coach, arbitre et puis les joueurs. Et à partir de 2006, avec, comment dit-on ça, la gentillesse du stade de Louis Achille, le stade plénière de Natien, qui nous a permis de nous entraîner. Alors au départ, on était 2, alors que le Torbal, ce sont des équipes de 3. Il peut y avoir 3 remplaçants. On était 2 à se lancer le ballon comme ça, simplement. Et de 2000... Quand vous avez commencé à jouer, quelles ont été vos principales difficultés? Alors, ça n'a rien à voir avec le jeu. Ça a été les déplacements. C'est-à-dire, ici, on a un problème avec les transports. Et pour arriver, moi j'habite Cluny, pour arriver au stade Louis Achille, il fallait, soit je prenais un bus, mais bon, vous savez que les bus ici ne sont pas réguliers, donc c'est difficile.
En plus, le torbal, c'était entre 17h et 18h30, 19h. 19h, plus ça va, moins il y a de bus. Donc c'était vraiment le transport. On a eu la chance, l'association a eu la chance d'avoir un minibus en 2011, mais entre 2006 et 2011, eh ben, c'était des amis qui emmenaient les joueurs au Stade Louis Achille et après qui les ramenaient chez eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment expliquez-vous le torbal, ses difficultés par exemple? Alors, le torbal est un jeu collectif de ballon pour déficients visuels et pour valides. Sur un terrain de 16 mètres de long sur 7 mètres de large, les équipes n'ont pas de contact parce que les deux camps sont séparés par 3 ficelles qui séparent donc les deux camps, qui se trouvent à 40 cm du sol. Et ces 3 ficelles sont espacées de 2 mètres chacune. Il y a un but dans chaque camp et devant chaque but, il y a 3 tapis qui nous permettent de nous repérer. Ce sont nos repères sensoriels. Il y a un tapis, le tapis du milieu est sur la ligne de but et les deux autres tapis sont de chaque côté du tapis du milieu. Et le but du jeu est de lancer une balle sonore à la main, qu'elle passe sous les 3 ficelles sans les toucher, pour essayer de marquer un but en face. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas toucher les ficelles, parce que sur les ficelles, il y a des grelots, tout se joue à l'oreille. Il y a des grelots sur les ficelles, donc quand la balle passe en dessous, ça ding, ding, ding. Le ballon est sonore. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer aussi bien avec des valides, des malvoyants ou des non-voyants, parce qu'on a tous des lunettes opaques sur les yeux. On ne voit rien pendant toute la durée d'un match. D'accord. Et il y a un championnat, il y a le championnat de France, il y a la Coupe d'Europe, il y a la Coupe du Monde. Ce n'est pas un sport paralympique, mais nous, on a eu l'occasion, de l'équipe de la Martinique dont j'étais le capitaine, on a simplement fait un championnat de France et la Coupe de France. Championnat de France, on est arrivé jusqu'à, comme je vous ai dit, on a fini en 2022 en première division. Et Coupe de France, non, là, c'était autre chose. Il y avait vraiment beaucoup de pays qui jouaient. Et bon, nous, on n'était pas encore assez forts. D'accord. Selon vous, quels sont qu'apporte ce sport à certaines personnes, notamment aux déficients, aux personnes déficientes? Qu'est-ce que ça apporte? Déjà, c'est un endroit, quand on est sur le terrain, où on peut se déplacer sans sa canne. Bien sûr, il faut de l'entraînement. On se déplace sans sa canne, on fait un jeu de collectif, puisqu'on est 3. On peut s'envoyer la balle entre joueurs, on se faire des passes. Ça demande de la concentration, puisque déjà, c'est un sport qui se joue en salle, pour ne pas entendre les bruits extérieurs. Puisque, comme je vous dis, on a les yeux cachés. Donc, il faut vraiment une certaine concentration. Et c'est ça qui est bien pour les enfants. Les enfants, ils apprécient beaucoup parce que ça leur permet de se servir d'autre chose que de leurs yeux. Et ça demande beaucoup de concentration. Et c'est physique. Par contre, c'est très physique. Puisque quand on est en défense, on est à genoux sur les tapis, ou hors du tapis. Bon, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est une façon de jouer. Mais bon, on est normalement assis sur les tapis. Et dès qu'on entend la balle partir de l'autre camp, il faut plonger. D'accord. Donc, on fait barrage avec son corps à la balle pour ne pas que ça rentre. Et après, il faut se relever. Ou bien parfois, on peut tirer à genoux. Ça dépend de la manière dont on s'est entraîné. Mais il faut se relever pour tirer. Donc, c'est très physique. Et je connais pas mal de gens qui ont essayé et qui, avec la concentration, plus se coucher, se relever, tout ça, ça demande vraiment un bon physique. Vous vous êtes un peu éloigné du torbal? C'est à cause du transport? Non. C'est-à-dire, entre 2008 jusqu'à 2020, on partait chaque année 2 fois par an, parce qu'il y avait le premier tour entre décembre et mars.
le second tour entre mai et juillet. Et la Coupe de France, c'était entre avril et juillet. Bon, c'était jamais à la même date, ça dépendait qui l'organisait. On a réussi à faire de 2008 à 2020. Bon, il y a eu le Covid, donc 2020, on n'a fait que le premier tour. 2021, il n'y en a pas eu. 2022, on a recommencé. Et au départ, notre coach, c'était Mali, le chanteur Mali. C'est lui qui nous entraînait, c'est lui qui est parti avec nous entre 2008 et 2017-18. Après, à cause de son association SDF, à cause de tout ce qu'il fait, il ne pouvait plus. Il nous entraînait, mais il ne pouvait plus venir avec nous en France. Et j'ai une amie qui a été la plus titrée des entraîneurs en France, qui n'avait plus d'équipe en France, et a bien voulu nous aider quand on allait là-bas. Donc elle nous coachait quand on allait là-bas. Et quand on a recommencé en 2022, malheureusement, elle est décédée d'un cancer en 2022. On a fait le premier tour en février. Elle est morte en avril. Et un autre de mes joueurs est mort en juillet. Et là, j'ai dit, je m'arrête là. Vous vous intéressez à la politique sportive en Martinique ? Je faisais partie de la politique sportive de la ville de Fort-de-France. Je demandais des subventions à la mairie. Le stade Louis Achille, c'est grâce à la mairie si je pouvais l'avoir. Donc j'allais aux réunions. Et puis depuis Donc que... vous pouvez répondre à ma question. Comment se porte le handisport à la Martinique ? Alors moi, je trouve que c'est mal connu. Alors, un exemple, j'ai organisé 2 fois un tournoi de torbal ici à la Martinique. J'ai fait venir 40 non-voyants de France. C'était gratuit, ça se passait à Rivière-Pilote, ça durait toute la journée. Si de 8h30 à 18h, si on a eu 100 personnes qui sont venues nous voir, c'est beaucoup. La plupart, c'était des gens qui étaient déjà proches du handicap, qui sont venus nous voir. Une autre chose, la fois où monsieur... Je vais dire Chabin parce que je ne retrouve pas son nom. Marie-Jeanne ? Monsieur Marie-Jeanne a organisé les grands jeux matiniques ici à la Martinique, où ça a été bien parce qu'il a permis aux valides et aux personnes en situation de handicap de faire du sport et que ça se fasse sur toute l'île. Donc on a fait l'ouverture tous ensemble, je crois que c'était au Lamentin. Si je me rappelle bien, ça remonte déjà à quelques années. Et après, la chose que j'ai regrettée, c'est que le handisport était simplement à Acajou 2, le lycée Acajou 2, au Lamentin, alors que les autres sports étaient un peu partout sur l'île. Mais je me demande, la question que je me pose, quand on fait une course en fauteuil, on n'a pas besoin d'aménagement. Donc quand on faisait de l'athlétisme dans un stade, que ce soit au Lamentin, que ce soit n'importe où, ils auraient pu laisser à un moment une place pour que des gens en fauteuil puissent venir et faire leur course. Moi, j'ai eu l'impression qu'on était parqués. On était tous au même endroit. Les journalistes sont venus, sont restés à peine 5 minutes, à part Zouk TV, excusez-moi pour KMT, mais à part Zouk TV qui est resté une bonne partie de la journée, mais les autres sont venus à peu près 5 minutes, et on a eu 30 secondes, 1 minute à la télé le soir. Aujourd'hui, vous avez 1 heure. Je vous remercie. Mais c'est vrai que je trouve que quand les gens ne sont pas concernés, s'ils n'ont pas quelqu'un dans leur famille en situation de handicap, ils n'en ont rien à faire. Selon vous, quels sont les freins majeurs au développement du sport adapté à la Martinique ? Alors déjà le transport, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Un exemple, un jeune qui habitait Saint-Pierre devait faire de l'athlétisme au Lamentin. On lui demandait 80 € aller, 80 € retour pour prendre un taxi. Ouais. C'est pas possible.
Donc c'est sa mère qui l'a emmené, puisque sa mère, elle aime son enfant et elle voulait qu'il fasse du sport. Et c'est pas toujours évident. Donc le premier frein, c'est déjà le transport. Et puis après, c'est simplement, parfois les parents, la famille, couvrent un petit peu trop leurs enfants, leurs parents en situation de handicap, en se disant « ouais, mais il n'y arrivera pas, ça ne va pas être possible ». Combien de fois j'ai entendu ça? « Ah non, tu ne pourras pas faire ». Mais si on nous laisse les moyens de montrer qu'on est capable de faire. Et ça, je le sais, puisque je suis président d'association. J'ai organisé une formation de cuisine, cuisiner autrement. Et alors que quand j'ai demandé au RSMA, le truc de l'armée là, qui fait des formations, oui, je cherche un endroit pour faire une formation de cuisine. Ah oui, nous on peut, c'est pour des déficients visuels. On a rigolé au bout du fil. J'ai dit, mais pourquoi vous rigolez? Mais c'est une blague, vous voulez faire cuisiner des non-voyants? J'ai dit, oui. Ils n'ont pas accepté. Et j'ai eu de la chance de tomber sur le Lions Club Rivière-Salée, qui m'a dirigé vers les toques blanches de la Martinique. Alors là, en plus, ce sont des chefs cuisiniers qui ont accepté de faire cette formation pour nous. Et on l'a fait au lycée de Bellefontaine. 5 séances de 4 heures, donc 20 heures. Et ça s'est fait 2 années de suite, 2018-2019. Ça s'est très bien passé. On n'a brûlé aucune cuisine, on ne s'est pas coupé, rien du tout. Et même les profs du lycée nous regardaient faire, disaient mais vous coupez de l'oignon comme ça, vous l'émincez mieux que nos deuxièmes années. Simplement, il faut nous laisser faire. Et comme moi, j'avais l'exemple de mon père, depuis tout petit, j'ai vu comment il se débrouillait. Moi, j'ai continué. Je me suis dit, j'ai arrangé chez moi pour que tout soit à ma portée, que je n'ai rien à chercher et pouvoir faire ce que je veux, comme je veux. Selon vous, est-ce que le regard de la société martiniquaise a changé, le regard sur le handicap, est-ce que le regard a changé, ce regard a changé? Il commence. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Simplement, quand je suis arrivé avec ma canne à Fort-de-France, j'ai entendu des réflexions. Qui c'est qui a fait là? Pourtant, avant vous, on connaissait votre père, qui était un grand militant. Oui, mais mon père ne se baladait pas tout seul. Oui. Mon père se baladait tout seul en France, il prenait le métro, il prenait le train, tout ça. Mais ici, il était toujours accompagné, c'est-à-dire que les transports ici ne sont pas aussi bien adaptés qu'en France. Donc, ici, il était toujours accompagné. Donc, on le voyait toujours avec quelqu'un. Moi, je prends mon bus, je vais à la mairie, je vais où je veux, tout seul. Et donc, quand j'y allais, j'étais encore malvoyant, j'en ai entendu des choses. Un homme qui dit « Ah, lui, il n'est pas aveugle. S'il était aveugle, s'il y a une marche, il tombe. S'il y a un poteau, il se le prend. » Justement, vous êtes déjà tombé? Oui, je suis déjà tombé. Mais pas simplement parce que, route de Cluny, il y avait un trou dans la chaussée, sur le trottoir. D'accord. Une autre fois, route de Cluny, il y a une plaque d'égout qui n'était pas à sa place. Et il n'y a rien pour dire qu'il y a des travaux aux caisses. Donc je suis tombé. Mais ce n'est pas parce que j'ai cogné quelque chose, non, c'est des choses qui ne devaient pas être là, ce n'était pas leur place, quoi. Et quand j'appelle pour demander à ce que... Alors, pour la plaque d'égout, il y a un automobiliste qui est descendu de la voiture et qui a remis la plaque d'égout en place. Mais pour le trou, un trou qui laissait juste passer un pied. Là, j'ai appelé la mairie. Monsieur Pancaldi, qui est élu à la mairie de Fort-de-France, a fait les choses. Le lendemain, il y avait 4 poteaux autour du trou avec un petit filet et après, ils ont réparé la chose. Donc ça m'est déjà arrivé de tomber, mais c'est vraiment parce que c'est la voirie qui n'était pas bonne. Parce que je suis quand même quelqu'un je fais attention. Parce que c'est vrai que je dis aux gens, il faut être autonome, il faut sortir, il faut se montrer, mais il faut faire attention quand même, parce que la vie, la ville n'est pas adaptée à nous.
Mais bon, quelle ville est adaptée à nous? Il paraît que le Canada, Québec s'est adapté, il paraît que le Japon s'est adapté. Je n'y suis pas encore allé, mais j'aimerais bien voir comment c'est adapté. Selon vous, comment est-il pour qu'il y ait une véritable inclusion des personnes handicapées? C'est pas évident, parce que c'est vrai que les sociétés, normalement, doivent avoir, à partir d'un certain nombre d'employés, doivent avoir 6% de personnes en situation de handicap. Il y en a qui préfèrent payer une amende que d'avoir des personnes en situation de handicap dans leur société, alors que c'est tout bénef pour eux, tout simplement parce que il y a des aides pour adapter le poste de travail, il y a des aides pour avoir justement engagé une personne en situation de handicap. J'ai l'impression qu'ils ne pensent pas à tout ça. Et en plus, ça permet à une personne en situation de handicap de travailler. Et de plus, cette personne fera toujours beaucoup plus que les autres par rapport à son handicap. Comme il ne veut pas qu'on dise « Ah ouais, c'est un handicapé, donc c'est pour ça qu'il travaille moins bien, qu'il travaille moins », on en fera toujours plus pour montrer qu'on est capable et qu'on peut nous faire confiance. Mais ça, malheureusement, les patrons de société n'ont pas encore compris ça. On l'a annoncé en préambule, hein, donc vous organisez le 13 mars, donc c'est vendredi, oui. Une manifestation intitulée le Festival des Cannes. Je oui. pense que c'est un clin d'œil que vous oui. avez voulu faire. Parlez-nous un peu plus davantage de cette manifestation. Alors, le Festival des Cannes, c'est une idée que j'ai eue il y a quelques années, je crois que c'était 2011 ou 2012. Alors, nous avons 4 personnes non-voyantes qui sont présidentes d'associations. Nous avons Madame Cynthia Morez, qui est présidente de GIHP à Tama. Nous avons Monsieur Henri Pignat, qui est le président de l'APAM. Nous avons M. Félix Verpré, qui est le président d'Agir sans voir. Et on avait Maurice Jallier, et maintenant Thierry Jallier. Et je leur ai demandé, ce serait bien qu'une fois par an, on réunisse nos structures pour faire un défilé dans les rues de Fort-de-France pour montrer que nous sommes là, que les déficients visuels sont là et que circuler dans les rues de la Martinique, c'est pas évident pour que l'État fasse avancer les choses. Et donc on a fait ça. Alors au départ, ça a marché un petit peu. À un moment, on s'est même retrouvé simplement à 6 à faire le défilé. Et puis, depuis donc c'est pas une première. Non, ce n'est pas une première. Mais depuis le Covid, avant il y avait la semaine des personnes en situation de handicap au mois de mars. Et justement, nous, on faisait notre festival par rapport à cette semaine du handicap. Soit on le faisait avant la semaine, soit on le faisait à la fin de la semaine. Et depuis le Covid, il n'y a plus de semaine du handicap. Et au mois d'octobre, j'ai voulu recommencer avec ce festival des Cannes. Donc au départ, c'était le festival des Cannes blanches, puisque au mois d'octobre, c'est le mois de la vue. Donc je voulais le faire au mois d'octobre. Mais je n'ai pas eu de réponse de la mairie assez rapidement. Ce que j'ai eu, en fin de compte, la réponse de la mairie à peine 3 jours avant le jour de la manifestation. J'ai dit, je repousserai au mois de mars. Vu qu'il n'y a plus de semaine du handicap, là, je me suis dit, pourquoi ne pas réunir toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap. Donc, c'était Festival des Cannes qui accepte les cannes blanches, les tripodes, les béquilles, les cannes de soutien, toutes les cannes. Et puis je me suis dit, pourquoi pas les personnes aussi en fauteuil. S'ils n'ont pas de canne, ils ont un fauteuil. Les handicaps sensoriels. Allez, tout le monde, toutes les personnes en situation de handicap, vous êtes tous invités ce vendredi. Rendez-vous 8h30 devant l'Atrium pour faire cette marche et pour montrer que nous sommes toujours là, que sans un sens, la vie a toujours un sens. Aussi pour changer le regard de nos compatriotes sur nous, afin de leur montrer que nous ne voulons plus être invisibles. Vous allez déambuler à travers la ville, c'est ça? Voilà.
Donc on part de le musée qu'il y a en face de l'Atrium sur le boulevard Général de Gaulle non, c'est pas archéologie. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce musée. C'est-à-dire qu'on est devant l'Atrium, on va traverser pour aller vers la Croix-Mission, donc on prend le sens de la circulation. On descend jusqu'au niveau de... La Croix-Mission non, on ne va pas jusqu'à la Croix-Mission, on s'arrête à peu près au niveau de l'avenue Jean Jaurès pour retourner devant la mairie. Ensuite, on remonte devant la mairie, on retourne jusqu'à la Caisse d'Épargne, la rue de la Liberté. Là, on passe à côté de la préfecture jusqu'à la bibliothèque Schellcher. Bibliothèque Schellcher, on se met sur la Savane et on va jusqu'au bord de mer, au kiosque Guédon. C'est jusqu'à 12h. Voilà, normalement c'est 11h30, je pense, 11h30. Et entre 11h30 et midi... Ça ne vous embête pas de gêner les automobilistes ce jour-là? Je suis désolé, dès qu'il y a une manifestation, comme on le fait à Fort-de-France, comme je vous dis, ce n'est pas la première fois. En plus, on ne bloque pas toute la rue. On ne ferme pas, justement. On m'a appelé en plus ce matin pour me demander. On ne bloque pas de rue. On va simplement les bloquer à un moment. Puis une fois qu'on est passé, ça peut réouvrir tout de suite derrière. Ou bien quand on est en direction de la Croix-Mission, ceux qui vont vers la place Mitterrand, ils peuvent monter. Une fois qu'on a fait le tour, c'est vrai que le temps qu'on fasse le virage devant la mairie, là, les deux côtés seront bloqués. Mais bon, il faut bien qu'on manifeste, il faut bien qu'on se fasse voir. Vous êtes superstitieux? Non. Justement, je me dis que le vendredi 13 nous portera bonheur. La seule chose, par contre, que j'ai complètement oubliée, c'était les élections. Et le problème, c'est que la plupart des médias me disent on ne peut pas vous recevoir parce que, vous me recevez, mais on ne peut pas vous recevoir parce qu'on est bloqué sur les élections. D'accord. Et comment sensibiliser, selon vous, comment sensibiliser davantage les jeunes à l'inclusion, au handicap? Comment apporter un message fort pour la jeune génération? Alors, ce que nous, on a déjà fait, c'est qu'on a été déjà dans les écoles, dans les collèges, les écoles primaires, pour faire de la sensibilisation, pour montrer aux jeunes qu'on est capable de beaucoup, leur montrer les appareils que nous avons à notre disposition, comme la machine à lire pour lire notre courrier, la synthèse vocale sur le téléphone, la synthèse vocale sur l'ordinateur. Moi, je travaille sur Internet, je vais sur le web et tout ça avec mon ordinateur. Il y a un tas je veux dire, certains, ce sont des gadgets, mais il y a un tas de matériel pour nous, pour qu'on puisse être autonome. Donc, et on parle de nous, on parle de sport, on peut faire du sport. On a montré aussi bien au collège Dillon 1 ou Dillon 2, celui du Lamentin aussi à Place d'Armes, l'école qui est au-dessus de l'Assise, là. J'ai oublié le nom. Cluny, non, Périnon? Non, pas Périnon, au-dessus de l'Assise, une école primaire, je crois. J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Mais on a été partout par là pour pouvoir montrer ce que c'est que le torbal. Et je vois que ça a intéressé les jeunes, puisque une fois j'étais aux journées des associations de sportifs de Fort-de-France à l'espace Périnon. Et donc j'avais des flyers, j'avais mon ordinateur pour montrer des images du torbal. Et il y a un enfant qui passe et qui dit à sa mère « Ah maman, c'est ce sport que j'ai essayé et c'est ce sport que je veux faire. » Alors la mère se dirige vers nous, vers moi plutôt. Et quand elle a vu personne déficiente visuelle, elle dit « Ah non, c'est pas pour toi. » Alors je dis « Mais attendez madame, laissez-moi vous expliquer, c'est un sport où aussi bien les valides que les non-valides peuvent jouer. » « Ah non, mais c'est pas pour lui. » Elle était fermée. Très fermée. En fin de compte, le mot handicap est déjà un handicap. Le mot handicap est péjoratif. Je connais quelqu'un, son fils est trisomite. Je dis, tu as une carte d'invalidité une carte de la MMPH pour ton enfant. Ah, mon enfant n'est pas handicapé. Ouais. Je ne sais pas si c'est le mot qui fait peur, si c'est le mot qui fait honte. Mais ce n'est pas évident. Donc il faut travailler là-dessus, il faut
parler avec les enfants, il faut les accompagner, il faut les mettre en situation. Ils aiment bien ça. On a été dans une école primaire de Mans-la-Valeur au Saint-Esprit, où on a passé, j'étais aussi avec le comité handisport, où le comité handisport était avec des fauteuils roulants, et les enfants essaient de jouer au basket. Et moi, j'étais avec un parcours de déambulation, mettre des obstacles, et puis aller d'un point A à un point B avec une canne. J'avais un autre stand où c'était, on avait, au lieu d'avoir 6 tapis pour un terrain de torbal, on en avait mis 4. On n'avait pas les dimensions, mais c'était un peu pour leur faire voir ce qu'était le torbal. Et il y avait un autre stand où c'était des jeux sensoriels, faire un pulse avec les yeux bandés, faire découvrir la carte de la Martinique en relief, savoir dire où se trouve Fort-de-France, où se trouve le Robert, la montagne Pelée, ce genre de choses. Il suffit de les sensibiliser. Les enfants, ce sont des éponges, ils retiennent bien. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui viennent de perdre la vue? Alors, aussi bien aux personnes qui ont perdu la vue qu'à leur famille. Parce que je sais que moi, c'est arrivé progressivement. Moi, comme je vous disais, j'ai été motivé par rapport à mon père. Mais c'est vrai que... Vous avez failli dire « j'ai eu la chance », entre guillemets, non? Non, je cherchais, c'était pas motivé, je cherchais un autre mot, mais c'était pas le motivé que j'avais en tête. Mais j'ai été motivé quand même grâce à tout ce que mon père a fait. À votre vécu, quoi. Ouais, l'exemple de mon père. Par contre, par rapport à, par exemple, une femme qui avait une tumeur au cerveau, qui travaillait comme il faut, elle avait sa voiture, elle avait sa petite vie, elle a eu une tumeur au cerveau, elle s'est fait opérer, l'opération s'est bien passée, sauf que quand elle s'est réveillée, elle était dans le noir. Du jour au lendemain, j'avoue que je ne veux même pas essayer de me mettre à sa place, de ne plus rien voir du jour au lendemain, ça ne doit pas être évident. Alors il faut se faire accompagner. Il faut alors soit se faire accompagner par un psy, soit trouver une association dans laquelle vous vous sentez bien et qui peut vous apprendre des choses. Il y a aussi, malheureusement pas ici, mais il y a des écoles de réadaptation. Moi, je l'ai fait en 2006, c'était en France, à Marly-le-Roi. Il y a ça, où c'est un endroit où on vous apprend tout ce qu'il faut pour quand on est déficient visuel. Et puis la famille, il faut les soutenir. Il ne faut pas trop les coucouner, il ne faut pas trop, comment dire, je sais pas comment dire. Les couvrir, il faut les laisser quand même faire des choses. C'est par des erreurs qu'ils vont apprendre. Vivre leur propre expérience. Voilà. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. Bon, c'est sûr que, par exemple, pour la cuisine, moi, j'ai banni le gaz. D'accord. Parce que le gaz, c'est n'importe quoi passe par-dessus, ça brûle. Moi, c'est une plaque à induction, c'est beaucoup plus sécurisant. Mais bon, il faut trouver des moyens pour qu'ils se sentent à l'aise. D'accord. On n'a pas parlé jusqu'à présent du braille. Vous le pratiquez? Je l'ai appris, mais je ne m'en sers plus. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, c'est difficile. C'est difficile. Et moi, je marche avec mon temps. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de choses avec une synthèse vocale. Par exemple, si je vais faire des courses, je n'y vais plus tout seul. Mais quand j'y allais tout seul, j'en voyais encore un petit peu, mais quand j'avais besoin de dire une étiquette, je prenais mon téléphone, j'ai une application, j'appuie dessus et mon téléphone, je mets ça devant le produit et ça me parle, ça me dit ce qui a marqué sur le produit. D'accord. Mais vous m'avez dit que vous n'allez plus faire tout seul vos courses. Non. C'est vrai qu'avant, alors j'habite Cluny, donc vous savez déjà quel magasin il y a à Cluny, quelle grande surface. Je la connaissais par cœur. Pas celle qu'il y a maintenant, je peux la dire, puisque elle n'est plus là, c'est Cora. Je connaissais où étaient placés tous les produits, donc j'arrivais encore à le faire.
quand j'arrivais par exemple dans les conserves et que j'avais besoin d'une conserve et que je ne voyais pas assez, je demandais à quelqu'un, excusez-moi, vous pouvez me dire où sont les petits pois ou ce genre de choses. De temps en temps, souvent on me répondait, mais il y a des fois on ne me répondait pas. Ça, tant pis. Mais je voyais encore. Maintenant, dans le nouveau supermarché, ils changent les rayons assez fréquemment. Donc je suis perdu. Alors plutôt que de rester à tourner pendant 1 heure dans le magasin, j'aime pas tourner pendant 1 heure, j'y vais avec quelqu'un et qui m'aide à faire mes courses. Hein. J'ai déjà toute ma liste dans la tête et ça va beaucoup plus vite. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les non-voyants sont accompagnés, sont souvent accompagnés. Vous êtes accompagné. J'aimerais bien que vous dites un petit mot de remerciement à la personne qui vous accompagne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est El Professor, Jean-Max Bernabé. Il est à la retraite. Il était prof de français. Et comme il est à la retraite, on a fait de la musique ensemble. On recommence à faire de la musique ensemble. Vous jouez de quel instrument? Moi, je suis au clavier. Lui, il est à la guitare. On avait un groupe qui s'appelait Yo, qui s'appelle toujours Yo, mais on a du mal à le refaire démarrer. Bon, ça, on verra plus tard. Mais sinon, actuellement, on a un petit groupe qui s'appelle le groupe Cocktail, où on est 2 claviers, une chanteuse, qui vient de revenir et qui se met avec nous, et une programmation pour la batterie et la basse. Et donc oui, je peux compter, j'ai des amis, alors comme Jean-Max, comme Joël avec qui je fais de la musique, que je connais depuis 2000, et j'ai même été témoin à son mariage, donc on est vraiment de bons amis, sur qui je peux compter. C'est vrai que je peux compter des amis sur qui je peux vraiment compter, je compte sur les doigts d'une main, mais ça je sais que si j'ai besoin d'aller quelque part, je peux compter sur ces amis-là. Donc, et heureusement qu'ils sont là. Donc un grand big up à El Professor. Ah oui, El Professor. Parce que je fais aussi de la radio. Et tous les jeudis, il est avec moi et on parle d'histoire. L'histoire de la Martinique. Est-ce que vous pouvez me raconter ou bien nous faire partager un moment marquant de votre vie? Quelque chose qui vous a laissé des souvenirs indélébiles? Il y en a sans doute plusieurs, hein, mais choisissez un qui est symptomatique et plus clair, plus représentatif. Je sais qu'une année, alors je vais parler de Torbal, il y a une année où on fait la compétition, on était en seconde division à Poitiers, justement ceux qui nous ont appris le sport. Et on n'a pas. Donc, quand on joue, les matchs durent minimum 12 minutes, maximum. Ah oui, il y a un autre effet marquant. Je pense à ça, c'est aussi du Torbal. Alors, je vais mélanger un petit peu. Maximum 45 minutes. Ça, c'est ce qui nous est arrivé. La première année, en 2008, on est arrivé dans le championnat de France. Notre dernier match a duré 45 minutes au lieu de 12 minutes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une faute, on arrête le chrono. Nous, on a fait 14 fautes. L'équipe qui était en face en a fait 11. On était fatigués. On était arrivé le jeudi. Non, on était arrivé le vendredi et la journée de compétition, c'était le samedi. En plus, les bagages n'avaient pas fait la transition entre arriver à Paris, de l'avion qui arrivait de Martinique et celui qui partait sur Nice. On a eu nos bagages le lendemain à 13h, alors que la compétition commençait à 8h. Là, c'est franchement très marquant. Mais ce dont j'allais parler, c'était à Poitiers, c'était il y a peut-être 5 ou 6 ans. Et on ne comptait pas savoir qui on avait battu, qui on n'avait pas battu. Et au moment de la remise des médailles, donc on donne 6e, telle équipe, 5e, telle équipe, 4e. On n'est pas 4e, on est 3e, on est sur le podium, on était content déjà. 3e,
On dit troisième, c'est toujours pas la Martinique. Alors là, on est encore plus content. Deuxième, c'est toujours pas la Martinique. On était les premiers, on ne le savait même pas. À la fin de la journée, on ne le savait même pas. On a bien vu qu'on avait fait un match nul, on avait gagné d'autres matchs, mais on n'avait pas compté vraiment. Et quand on dit qu'on se retrouve premier, alors là, on a éclaté, mais franchement, c'était la première fois. Et en plus, à Poitiers, c'est eux qui nous avaient appris le jeu. Franchement, on était heureux d'avoir cette médaille. Ouais. Parfait, c'est un beau souvenir. Ah oui. Dites-moi, reparlons de ce Festival des Cannes. Oui. Vous allez vous arrêter pour avoir des prises de parole, distribuer des tracts, des choses comme ça ou bien... Non. Alors, pour mon association, nous, on n'a pas de tract. Je ne sais pas si les autres associations, puisque bon, j'ai invité toutes les associations de personnes en situation de handicap. Vous espérez combien de personnes? Il y a une année, la dernière année où on a fait ça, on devait être à peu près 250. Ah oui, c'est bien. Mais le pire, c'est quand on a été 6. Je vous ai dit, à un moment, on était 6 dans les rues. Là, la dernière année, c'était 250, c'était avec la CTM, on était encadré par la CTM, et il y avait des collégiens qui se sont mis en situation, et donc ça a rempli le truc. Cette année, je n'ai pas pu avoir les écoles. J'ai simplement fait annonce par WhatsApp et par email aux associations. J'ai eu quelques réponses. J'ai eu 2-3 personnes en situation de handicap qui m'ont appelé, parce que je laisse mon numéro de téléphone partout, qui m'ont appelé pour savoir comment ça se passait. Mais là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas combien on sera, je ne m'attends pas. Je me dis quand même peut-être une centaine. Peut-être qu'on sera beaucoup plus. Parce que j'ai aussi demandé à des personnes de nous encadrer, à des bénévoles d'accompagner. Parce qu'il y a certains déficients visuels qui ont peur de marcher tout seuls. Ils veulent être accompagnés. Donc là, franchement, je ne sais pas combien on sera. Les prises de parole, ça sera à la fin. Quand on arrivera sur le Malicone, on va distribuer des bouteilles d'eau et puis on posera des questions. En tant qu'animateur radio, je poserai des questions. Comment vous êtes senti Est-ce que vous avez, si c'est une personne valide, est-ce que vous êtes mis en situation? Pour une personne en situation de handicap, est-ce que ça fait du bien de marcher comme ça dans les rues de Fort-de-France? Ça ne doit pas vous arriver souvent, ça c'est sûr et certain. Et de se retrouver... Il y a certaines personnes qu'on connaît déjà, comme M. Alerte des autistes, Yarnage autistes, M. Pignat, ces personnes-là que l'on connaît déjà. Mais bon, il y a d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et puis, comme je vous dis, ce sera, j'espère, un grand moment de convivialité. Alors, lancez l'invitation aux téléspectateurs pour vendredi. Alors, personne en situation de handicap ou association, manifestez-vous, ne restez pas isolés. Sans un sens, la vie a toujours un sens. Famille de personnes en situation de handicap, vos parents et amis sont capables de beaucoup si vous les accompagnez, vous les entourez, vous les soutenez, vous les encouragez. Il n'y a pas de honte ni de peur à s'exposer au grand jour. Pour que le regard de nos compatriotes change sur nous, permettons-leur de voir que nous ne sommes plus invisibles. Donc, ce vendredi 13 mars 2026, rendez-vous à 8h30 devant Tropicatrium pour faire une grande marche de solidarité entre les personnes en situation de handicap, les personnes valides, et Banou Fosla. S'il y a des bénévoles qui veulent venir nous aider, s'il y a des gens qui veulent venir se mettre en situation, vous serez les bienvenus. Donc je rappelle que nous recevons M. Thierry Jallier, qui est venu nous parler de ce grand défilé, le Festival des Cannes, qui aura lieu ce vendredi 13 mars, à partir de 8h30 devant l'Atrium, pour défiler dans les rues de Fort-de-France. Tout à fait. Alors, je pense que ce sera sans doute la dernière question. Si vous deviez résumer votre combat, en une idée, en une phrase, ce serait laquelle?
Ben, mon combat, alors comme je dis, moi j'ai toujours eu l'exemple de mon père, mais pour les déficients visuels, même pour quelle que soit la personne en situation de handicap, au départ, il faut accepter son handicap. C'est le plus difficile à faire, c'est d'accepter la perte de la vue, la perte d'un membre, la perte de l'ouïe, la perte de la parole. C'est difficile, donc il faut accepter. Et une fois qu'on a accepté, alors soit on peut se faire aider, parce que c'est pas évident de faire ça tout seul. Mais c'est facile de dire ça quand vous êtes passé par là. Non, mais il faut oui, mais il faut se faire aider. Comme je vous dis, il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider à... Je sais que c'est pas facile. Comme je dis, moi, je l'ai su tôt et c'est venu au fur et à mesure, mais quand ça arrive du jour au lendemain, c'est pas évident. Vous pouvez aussi aller dans des associations. Je connais quelqu'un qui, un jour, il est sorti fumer une cigarette devant sa porte, boum, on lui a tiré dessus. Alors qu'il n'avait rien à voir là-dedans, on lui a tiré dessus. Et il a perdu la vue. Il a été dans une association, c'était pas la bonne, il est arrivé dans la mienne, et il me remercie tous les jours. Parce que j'essaye de rendre l'autonomie aux gens, essayer de faire des choses avec eux qui puissent leur permettre de se débrouiller. Parce que si, alors ça je dis ça à la famille, si vous les entourez trop, le jour où vous ne serez plus là, il ne pourra plus rien faire. Il sera habitué à être entouré de sa famille, de ses amis. Mais il faut leur apprendre, ou bien, comme je vous disais tout à l'heure, aller dans un centre. Malheureusement, il n'y en a pas ici, mais il faut se faire aider. Alors, c'est quoi le résumé de cette phrase pour le combat? Alors, un résumé de tout ça. El professeur, tu ne pourrais pas m'aider? Un résumé. Alors, déjà, acceptez votre handicap. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Et essayez au maximum de devenir autonome. Parce qu'après, ça deviendra de plus en plus dur. Parfait. J'espère que vous avez tout dit. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, venez vendredi. Et puis, à 11h30, midi, on aura fini. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Non, ça sera tout. Je dis un petit bisou à Guylaine, si tu m'entends, si tu me regardes. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. Voilà. Merci, monsieur Thierry Jallier, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Jean-Luc Meadows. Bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, ça a été.